Alors, sans plus attendre, nous allons aborder la première thématique, numéro 1, sur le dialogue social rénové. Donc pour ce faire, nous avons autour de la table un certain nombre d'intervenants de la DGAFP. Et puis également, normalement, dans la salle, Monsieur Jacques Clément, si vous pouviez aussi monter, voilà, pour nous rejoindre, en tant que DRH des ministères de la Transition écologique et solidaire. Donc je vous invite à vous asseoir autour de la table. Donc Nicolas de Saussure, vous êtes chef de service en charge du pilotage des politiques de ressources humaines à la DGAFP. Et donc vous avez suivi de près toutes ces modifications de la loi en matière de dialogue social. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quels étaient les objectifs et les enjeux de la loi sur ce sujet et surtout quel est le calendrier des mesures de mise en œuvre? Tout à fait. Bonjour à tous et donc ravi d'être parmi vous pour répondre à cette question. Peut-être 3 points que je vais essayer de résumer de manière assez succincte, un point de méthode, un point de fond et un point de calendrier. Donc un point de méthode, juste très rapidement pour rappeler que le temps de maturation en fait, du projet de loi a été relativement long, puisque en fait, dès l'été 2017, nous avons engagé une phase pendant 1 an d'itération avec les ministères. Sur le dialogue social, ça nous a permis de remonter une forme de relatif consensus sur les objectifs que je vais énoncer après. Et en tout cas, au niveau de l'État, une vue assez partagée entre les ministères sur ce qu'il convenait de faire. Deuxièmement, toujours en méthode, un arbitrage assez clair. À partir du premier CITP de février 2018, on avait des orientations assez claires qui validaient un peu les grandes orientations de la réforme du modèle. Et donc, en fait, un temps après assez long et assez approfondi, d'échanges avec les organisations syndicales sur les objectifs, le modèle, les questions que ça pose, des points qu'on avait envisagés finalement qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout et puis d'autres qui ont été approfondis. Donc voilà, en tout cas, un travail assez intense. La phase parlementaire a été assez courte et fructueuse sur le plan du dialogue social, mais il y avait un travail de préparation derrière. Alors pour quel constat, quels objectifs? Deuxième temps de mon intervention très succincte et liminaire. Les grands objectifs, en fait, et là-dessus, c'est là-dessus qu'il y avait un constat assez partagé. Il y en a 3 ou 4 et ils sont très cohérents et très, comment dire, ils se font écho. Le premier, c'était de passer d'un modèle de dialogue social fondé sur la relation individuelle de travail à un modèle de dialogue social fondé davantage sur la relation collective de travail. Donc je pense qu'on aura après l'occasion de parler de la réforme, donc de l'évolution des attributions des CAP et du développement des lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines. Mais c'est bien l'idée de concentrer moins le dialogue social sur des situations individuelles prises les unes après les autres pour discuter plus globalement avec l'employeur dans les 3 fonctions publiques et notamment au niveau ministériel de quelles sont les orientations stratégiques RH, qu'est-ce que l'employeur peut mettre sur la table pour favoriser la qualité de vie au travail, le développement des compétences, la visibilité sur les parcours, l'égalité professionnelle homme-femme, et donc d'apporter tous ces sujets. Et en matière de promotion et de mobilité, d'avoir une transparence des critères. Bref, qu'on passe d'une relation on passe par la médiation d'organisations syndicales pour essayer d'obtenir ce en quoi on prétend, à une situation où on connaît à peu près les critères au regard desquels l'employeur prendra ses décisions individuelles, ce qui impose de nouvelles modes de relations et de transparence. Donc deuxième objectif qui est assez correspondant, c'est de développer la portée stratégique du dialogue social. C'est une fois qu'on a dit qu'on fait plus de collectifs, un des constats qui était partagé avec pas mal d'acteurs, c'était par exemple de dire que vous prenez l'égalité professionnelle et vous regardez comment ça marche dans les instances de dialogue social aujourd'hui. Vous aurez le comité, le CHSCT, qui s'est beaucoup emparé, qui a été très positionné sur les sujets de prévention des violences, de retour de congés liés à la parentalité, qui va être spécialisé sur certains de ces sujets. Et en revanche, on avait moins, même si c'est de plus en plus dans les ministères le cas, moins développé, par exemple, toute une approche intégrée de comment on développe des viviers de promotion féminins, comment on concilie la mobilité géographique dans le pilotage des réseaux avec tout ça. Et finalement, il n'y avait pas non plus d'approche intégrée totale qui mêle ces 2 aspects, qualité de vie au travail, conditions de travail, aspect RH. On peut prendre l'exemple du handicap, on peut prendre l'exemple de l'introduction des nouvelles technologies. Vous avez aujourd'hui des compétences du CHSCT, des compétences du CT, qui en fait sont redondantes. Et je pense que sur l'introduction de nouvelles technologies, personne en France n'est capable de dire quel est le rôle complémentaire de chacune des 2 instances. Bref, vision stratégique intégrée. Il me reste 1 minute, mais je vais y arriver. Et puis développer la portée utile du dialogue social. Je prends 2 exemples sur lesquels on reviendra. Un exemple sur la réorganisation. Aujourd'hui, on passe devant les 2 instances en cas de restructuration ou de réorganisation de services.
aucune garantie qu'elles rendent les mêmes avis, elles ne regardent pas la même chose, et aucune garantie non plus qu'on ait une vision synthétique et intégrée de ce que sont les invités du dialogue social. Ce qu'on veut dans le cadre d'un projet de décret sur la restructuration, dont on reparlera tout à l'heure également, c'est au contraire développer les engagements des employeurs en matière d'études d'impact préalable, de bien voir les conditions d'accompagnement d'une restructuration, quitte à avoir un formalisme plus simplifié. Deuxième élément de portée utile, c'est la recherche sur l'ordonnance négociation, à développer une portée juridique des accords. C'est une vieille marotte, une vieille lune du droit public. On verra si ça prospère, mais il y a une volonté très forte d'avancer sur ce sujet pour, par ailleurs, donner une portée utile. Donc en fait, cette réforme, elle peut paraître comme une forme d'évolution assez substantielle du modèle de dialogue social, mais il y a une véritable derrière idée d'investissement dans le dialogue social et de croire à sa portée utile. Et j'en viens juste sur calendrier. Donc en fait, il faut distinguer 3 ordres de temporalité. Il y a des choses qui sont très structurantes en termes d'architecture et qui n'entreront en vigueur que lors des prochaines élections professionnelles de 2022. En fait, c'est tout ce qui tourne autour, on va en reparler, de l'architecture des CAP, plus par corps, mais par des plus gros ensembles. Tout ce qui traite autour de la fusion des instances CT, CHSCT, ce sont des choses pour respecter le principe de participation qui est une portée constitutionnelle sur lequel il faut qu'on attende des prochaines élections pour les faire entrer en vigueur. Il y a des choses au contraire qui entrent en vigueur tout de suite. Au 1er janvier 2020, c'est la réforme de la mobilité qui ne passe plus devant les CAP et la mise en place des lignes directrices de gestion, au moins sur les mobilités, on va en reparler. Et entre les deux, on a des choses intermédiaires qui sont, par exemple, la préparation de la réforme sur la fusion des instances ou sur l'architecture des CAP, sur lequel on aura des concertations avec les organisations syndicales début 2020, parce qu'une fois que les orientations de la loi sont claires, dans le détail, il reste énormément de choses à voir et à discuter. Merci beaucoup, Nicolas. Emmanuel. Et maintenant, pour commencer à entrer dans le détail, on va avoir l'occasion d'évoquer avec Maëlène Ferreira-Daniel ce qu'il en est des commissions administratives paritaires. Alors, Maëlène est l'adjointe à la chef du bureau du statut général de la diffusion du droit et du dialogue social. Elle a largement participé à la rédaction de cette loi. Et sur le sujet des CAP, on a pu entendre que leur architecture avait évolué. Maëlène, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors la réforme des CAP se constitue de 2 volets. D'abord la composition et ensuite les compétences. Sur la composition, on parle de la composition interne des CAP, autour de quoi les CAP sont structurés, vont être structurés pour améliorer leur organisation et leur fonctionnement. Actuellement, elles sont structurées autour de la notion de corps. Ça paraît logique parce que le corps permet de déterminer le niveau et la nature des fonctions attendues d'un fonctionnaire. Mais dès 2003, dans son analyse annuelle, le Conseil d'État a pointé les limites de cette structuration par corps, limites qui ont été reprises par le rapport Pécher en octobre 2013. Cette structuration par corps multiplie et cloisonne les CAP et crée une sorte de rigidité, de formalisme qui nuit à la lisibilité des actes de gestion pris corps par corps, et ce, malgré la logique de rationalisation qui a été initiée il y a quelques années sur le nombre de corps. Donc la volonté du gouvernement a été plutôt d'organiser le dialogue social, et notamment au sein des CAP, par catégorie, dans un objectif de simplification, de transparence et d'homogénéisation des pratiques entre les différents ministères. Parce qu'il y avait, jusque dans un même ministère, des logiques différentes en fonction de chaque corps. Donc, bien sûr, cela se fait sous respect de la condition que les CAP restent une instance de dialogue social qui permet l'examen des situations individuelles, parce que les agents sont dans un rapport par rapport à l'État employeur qui n'est pas celui d'un contrat dans le privé entre l'employeur et le salarié. Donc, il faut garder ce principe de participation au niveau individuel dans les CAP et maintenir le rôle crucial des CAP pour garantir les droits des fonctionnaires au sens de l'article 34 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'il y a eu 4 solutions qui ont été apportées. Donc, si je les décline, c'est d'abord l'organisation par corps, par catégorie, avec les 3 catégories ABC dans les 3 versants de la fonction publique. Donc, une logique par fonction plus que par corps. Deuxièmement, la possibilité au sein de ces catégories de créer des univers professionnels ou des filières qui permettent de filières métiers, qui permettent de les rationaliser. Troisièmement, la possibilité d'avoir des CAP uniques à plusieurs catégories lorsqu'on est dans des petits effectifs comme des établissements publics d'État, de santé, ce qui permet d'avoir justement une gestion plus décentralisée des actes de gestion individuelle. Et quatrièmement,
il y a la suppression en formation restreinte pour les conseils de discipline du principe selon lequel un fonctionnaire d'un grade inférieur ne peut se prononcer sur la manière de servir d'un fonctionnaire de grade supérieur. Donc ça, c'était une demande récurrente à la fois des organisations syndicales et des employeurs que d'y mettre fin pour simplifier le fonctionnement des conseils de discipline. Merci beaucoup pour cette description de la nouvelle organisation. Est-ce que ce sont des mesures qui sont destinées à être mises en œuvre immédiatement ou est-ce qu'il y aura des mesures transitoires ? Alors, il y aura des mesures transitoires tant sur la composition que sur les compétences des CAP. Et sur sur la composition des CAP, on prévoit seulement un décret au début de l'année 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée en vigueur se fait au moment du renouvellement général des instances pour la composition. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin du résultat des élections professionnelles pour pouvoir déterminer l'organisation par catégorie. Merci. Alors, sur ce débat-là, on a pu entendre à de nombreuses reprises qu'en fait, la loi supprimait les CAP. On sait que ce n'est pas le cas. Est-ce que, justement, on pourrait prendre un moment pour revenir et clarifier ce que sont les nouvelles missions des CAP et leurs nouvelles compétences ? Alors, que fait une CAP ? Donc, elle donne un avis sur les actes de gestion individuelle et jusqu'à présent, elle le faisait de manière indifférenciée. C'était peu satisfaisant que la CAP examine un grand nombre d'actes de façon systématique, voire quasi automatique, et sans véritable distinction sur les cas les plus sensibles. Je prends un exemple. Il y avait en même temps le traitement d'une promotion par liste d'aptitude et d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc là, la volonté du gouvernement était de recentrer les compétences des CAP sur les cas les plus emblématiques au niveau des situations individuelles, les plus complexes. Donc ça veut dire que ça donne plus de marge aux employeurs pour gérer les questions de mobilité, de mutation, de promotion et d'avancement, mais sans pour autant décharger les organisations syndicales de leurs responsabilités, tant sur la gestion collective qu'individuelle. Sur la gestion collective, on y reviendra avec les lignes directrices de gestion, mais sur la gestion individuelle, avec la possibilité d'avoir une offre de services plus personnalisée, plus performante, sur les cas les plus complexes. Je pense aux saisines de droit en cas de refus de titularisation, en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de refus de congé de formation syndicale, et aussi des saisines à la demande de l'agent, où la CAP reste une instance de recours pour ce qui est, par exemple, des refus d'accomplir un service à temps partiel, ou encore de mobilisation du compte de formation professionnelle. Donc, il y a cette volonté de garder une offre de services personnalisée, de l'harmoniser trois versants, ce qui a été fait pour le télétravail, par exemple. Donc, désormais, avant, ce n'était que pour la fonction publique d'État, désormais, c'est aussi pour la territoriale et pour l'hospitalier, que l'on passe devant la CAP à la demande de l'agent. Qu'il y a aussi un périmètre de compétences qui est strictement défini, pour le coup. On supprime tout ce qui est les questions d'ordre divers pour la CAP et qu'on donne aussi un autre moyen de revenir sur les mutations mobilité qui est celui du conseil syndical. Donc là, le conseil syndical, il intervient en cas de recours administratif et à la demande de l'agent. Et il permet de recentrer le dialogue social, certes avec la limitation des compétences, mais aussi de le renforcer, parce que le dialogue social va se situer au niveau collectif sur les points les plus stratégiques, les lignes directrices de gestion, et au niveau individuel sur les cas les plus sensibles, des questions les plus complexes. Merci beaucoup pour ce premier point sur les CAP, qui va maintenant être immédiatement prolongé par les lignes directrices de gestion. Donc, Nasser Eddine Djider, vous êtes adjoint au bureau de la gestion prévisionnelle, des filières métiers et de l'accompagnement professionnel. Et à ce titre, vous avez contribué grandement à l'écriture des dispositions en matière de lignes directrices de gestion. Alors, pouvez-vous nous dire quel sera le contenu de ces lignes directrices de gestion ? Quel type de problématiques pourront-elles aborder finalement ? Alors, l'article 30 de la loi du 6 août 2019 insère un article 18 au sein du titre 2 du statut général des fonctionnaires, c'est-à-dire le titre qui est relatif à la fonction publique de l'État. Et il mentionne que les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie RH, que les LDG fixent les orientations en matière de politique générale de mobilité et également en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
Ces deux catégories de LDG, mobilité, parcours et promotion, sont établies sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'administration sur les situations individuelles. Et actuellement, un décret en Conseil d'État est en cours d'élaboration pour préciser le contenu de ces LDG. Alors, en matière de mobilité, il y aura tout d'abord les orientations de la politique générale de mobilité. Il y aura également la description de l'organisation des processus de mobilité, la façon dont les priorités légales de mutation sont prises en compte et la façon dont des critères subsidiaires complémentaires à ces priorités légales pourront être mis en œuvre pour l'appréciation des situations individuelles. Sur la promotion, il s'agira de critères généraux de promotion et des mesures qui visent en fait à favoriser l'évolution des parcours professionnels. Donc, outre la valeur professionnelle de l'agent, il y aura à la fois les acquis de l'expérience professionnelle et également ceux relatifs à la diversité des parcours professionnels. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura différents niveaux finalement de lignes directrices de gestion entre l'échelle nationale et l'échelle déconcentrée? Est-ce qu'il est prévu en fait d'effectuer différents types de lignes directrices de gestion? Alors, au niveau des différents niveaux de lignes directrices de gestion, il y aura tout d'abord des lignes directrices de gestion édictées par l'autorité ministérielle. Mais le décret qui est en cours d'élaboration prévoit toute une série de déclinaisons de lignes directrices de gestion, donc sur les établissements publics dans une volonté de stratégie cohérente de mobilité, également au niveau de services déconcentrés, également là où il existe des comités techniques de réseau, type pour des administrations comme par exemple la DGFiP, où il y a tout un réseau d'administration dans les services déconcentrés. Mais le principe d'articulation qui a été retenu entre ces différentes lignes directrices de gestion, c'est pas un principe de subsidiarité, c'est un principe de compatibilité. C'est-à-dire que les lignes directrices du niveau déconcentré devront être rendues compatibles avec les lignes directrices de gestion retenues au niveau ministériel. Il est important de souligner que l'urgence pour les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, c'est l'échéance du 1er janvier 2020. Donc, il faudra d'abord que ces lignes directrices de gestion soient élaborées au niveau ministériel pour une application dès le 1er janvier 2020. Et au niveau déconcentré, au niveau des établissements publics, là, on aura plus de temps dans le courant de l'année 2020 pour les élaborer, donc suivant ce principe de compatibilité. J'imagine que vous êtes en plein travail avec les ministères sur ces sujets actuellement. Quelle sera du coup la portée de ces lignes directrices de gestion? Notamment, est-ce qu'elles pourront être contestées devant le juge? Ces lignes directrices de gestion, en fait, ne sont pas une création nouvelle. En fait, elles sont issues de la jurisprudence de 1970, Crédit foncier de France. Donc, en fait, elles surviennent quand il existe une marge d'appréciation qui est reconnue au pouvoir discrétionnaire, on va dire, de l'administration. Mais elles n'ont pas de contenu réglementaire. Et en outre, l'administration ne peut pas renoncer à son pouvoir d'appréciation. Et donc, elles peuvent tout à fait être écartées compte tenu de l'appréciation des situations individuelles ou pour un motif d'intérêt général. En outre, pour ce qui est de leur pouvoir d'invocation devant le juge, un requérant pourra toujours exciper de l'égalité de ces lignes directrices de gestion. Et cependant, il y a quand même un élément qui doit être peut-être nuancé, c'est que si un requérant formule un recours contre une décision individuelle arguant que cette décision individuelle ne respecte pas les lignes directrices de gestion, il n'est pas sûr d'obtenir gain de cause. En revanche, si au fur et à mesure des années, alors qu'il remplit toutes les conditions définies par ces lignes directrices de gestion sur plusieurs exercices, il se peut aussi que le juge soit conduit à retenir l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aura été en quelque sorte reconduit par rapport à ses demandes de prise en compte en matière de promotion ou de mobilité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Nasser. Du coup, on va enchaîner sur un autre aspect du dialogue social qui est généré par un des articles de la loi, qui est la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cette fusion va amener la création d'un nouvel objet qui est le comité social de l'administration, quand on parle de fonction publique d'État, ou de comité social territorial ou de comité social d'établissement. Sur ce sujet, on va reprendre avec vous, Maëlène, en se posant en priorité la question de la nouvelle cartographie de ces instances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment seront coordonnées les instances à leurs différents niveaux et nous dire quelques mots de l'architecture globale qui peut être attendue de cette réforme? Alors, est-ce que la cartographie va changer? Globalement, non. Elle reste la même. C'est-à-dire qu'elle reste la même, mais au lieu d'avoir 2 instances à chaque niveau qui vont traiter en parallèle des mêmes questions, on va avoir une seule instance avec le même réseau d'organisation qui va garder les mêmes compétences qu'auparavant, globalement. Donc, on va avoir une organisation plus souple qu'aujourd'hui, avec les comités sociaux qui sont la fusion des comités techniques et des CHCCT. Et en leur sein, les formations spécialisées qui seront responsables du traitement des questions de santé, sécurité, conditions de travail. Pourquoi on garde le même réseau? Parce qu'on a les mêmes besoins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez sur l'organisation, le fonctionnement, le besoin de consulter les instances de représentation de personnel, et d'autant plus avec les lignes directrices de gestion. Donc au niveau de l'État, par exemple, on va retrouver le comité social de proximité, de réseau ou l'équivalent du comité social spécial, ensuite du comité social ministériel, et avec une organisation d'aujourd'hui reproduite demain. Donc il n'y a pas de modification de la cartographie au fait qu'il y ait une fusion du CT et du CHSCT. C'est plutôt dans l'organisation interne qu'il va y avoir réduction du nombre d'instances puisqu'il y a fusion des CT et des CHSCT à un même niveau, et ce sans disparition des compétences. On aura quelques nouveautés qui vont être introduites à l'occasion de la réécriture du décret de 2011, mais ça permettra aussi une meilleure lisibilité, une meilleure sécurité juridique. J'entends par là tout ce qui est les fusions d'organismes au-delà de la réorganisation de services qui sera prévue dans ce décret. Voilà. Alors, sur ce sujet des réorganisations de services et des restructurations, il y a eu justement une volonté de simplifier qui accompagnait cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors oui, sur la réforme des compétences du comité social d'administration pour la fonction publique d'État, territorial pour la fonction publique territoriale et le comité social d'établissement pour la fonction publique hospitalière. Globalement, pour les compétences, on a aussi les mêmes compétences, les compétences actuelles, auxquelles s'ajoutent des compétences nouvelles. Donc, je voudrais mettre l'accent sur 2 principales compétences nouvelles, donc les lignes directrices de gestion dont on a parlé, et l'articulation sur la santé, sécurité, conditions de travail. Sur les lignes directrices de gestion, le comité social sera saisi pour avis sur le projet de ligne directrice de gestion et sera informé de leur bilan. Et tout ça s'inscrit dans l'orientation générale, donc l'orientation stratégique en matière de ressources humaines, pour lesquelles en fait, la ligne directrice de gestion est une traduction opérationnelle. Deuxième temps, le temps de l'articulation sur la santé, sécurité, conditions de travail. Actuellement, en l'absence de CHSCT, la compétence revient au comité technique. Ça va être la même logique qui va s'appliquer demain. C'est-à-dire que la réforme, mais elle le fait de façon plus intégrée. C'est-à-dire que le comité social dispose des compétences santé, sécurité, conditions de travail, et il les délègue à sa formation spécialisée lorsqu'elle existe. Donc c'est de façon plus intégrée parce que la formation spécialisée ne sera pas un comité destin, mais sera un comité qui fonctionne au sein du comité social. Et ce, seulement modulo un point, qui est le point de la réorganisation de services, pour lequel le comité social sera le seul compétent. Et pour préparer à cette coordination plus étroite entre le comité social et la formation spécialisée, on prépare dès la période transitoire le fait que sur les réorganisations de services, le comité technique sera exclusivement compétent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le CHSCT ne traitera plus de ces questions de santé et sécurité
les conditions de travail en période transitoire, mais il pourrait toujours y avoir la possibilité du président du comité social d'inviter le médecin de prévention ou l'inspecteur santé et sécurité du travail pour présenter leurs observations devant le comité technique. Et il y aura toujours la possibilité d'inviter les membres du CHSCT en tant que personnes qualifiées. Donc, justement, puisqu'on parle du comité social d'administration, Nathalie Quelquejeu, vous êtes chef du bureau de l'organisation des conditions du temps de travail et à ce titre, vous suivez particulièrement tous les sujets qui sont relatifs aux missions santé et sécurité au travail, notamment dans le cadre de cette réforme. Et la loi, on vient de le voir, a institué une formation spécialisée sur ces questions particulièrement. Pouvez-vous nous en dire plus? Quelles sont les conditions aujourd'hui pour qu'il y ait une formation spécialisée? Alors effectivement, la loi d'août dernier prévoit la mise en place de cette formation spécialisée donc en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les 3 versants. Alors pour cette formation spécialisée, nécessairement doit être traitée la question du seuil. À partir de quel moment, à partir de quel seuil d'effectif d'une structure, quel que soit son niveau dans la vie administrative française, à partir de quel seuil doit être mise en place cette formation spécialisée. La loi fixe pour l'instant et même définitivement, pour la fonction publique territoriale, ce seuil à 200, un effectif de 200 pour la mise en place de la formation spécialisée. Dans le projet de loi, le seuil qui avait été précédemment fixé et proposé était de 300, et c'est lors du débat parlementaire que ce seuil a été abaissé à 200. Les seuils pour les autres versants seront fixés, eux, par les décrets qui seront travaillés à partir de début 2020 et qui seront publiés pour les élections prochaines. Il serait évidemment cohérent d'avoir le même seuil dans les 3 versants, mais laissons place aux travaux d'élaboration des décrets, laissons place à la concertation pour voir à partir de quel moment, à partir de quel seuil d'effectif ces formations spécialisées seront mises en place. Il ne faut pas oublier la possibilité de mettre en place des formations spécialisées en deçà de ces seuils, quels qu'ils soient, en cas de risque professionnel particulier. Donc le système est souple pour ne pas dégrader les conditions de travail, qui est un des objectifs qui est poursuivi dans la mise en place de cette réforme. Encore une fois, on ne rappellera jamais assez l'importance des travaux qui vont s'engager, la concertation, qui vont permettre de prendre le temps d'avoir un texte qui permette de mettre en place des formations spécialisées et des CSA, CEC et comités territoriaux ad hoc. Donc en quelque sorte, vous pouvez confirmer qu'avec la formation spécialisée, finalement, l'ensemble des anciennes missions des CHSCT seront maintenues. Oui, tout à fait. Sur les attributions, on maintient l'existant. Alors effectivement, avec un cas particulier sur l'articulation anciennement CT-CHSCT qu'a soulevé Maëlène, avec le cas particulier des réorganisations de services qui seront examinées directement par le CSA. C'est traité par la loi, ce sera traité par le CSA en vertu du 7e de l'article qui précise les différentes missions et attributions des instances de dialogue social. Donc oui, les attributions sont maintenues. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'elles sont un peu plus explicites. Elles font état maintenant de l'évolution du dialogue social, de l'évolution des besoins des agents publics. Et quand on reprend les missions des CHSCT qui étaient contribuer à la protection de la santé physique et mentale, de la sécurité et contribuer à l'amélioration des conditions de travail, avec notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, vous allez retrouver à peu près les mêmes missions pour cette formation spécialisée, avec en détaillant organisation du temps de travail, télétravail, et notamment les enjeux liés à la déconnexion aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques. On est toujours sur organisation, temps de travail, conditions de travail, on ne révolutionne pas. Moi, je suis chef du bureau des organisations et conditions de travail. Si je détaillais tout, j'aurais un nom de bureau qui avalerait le nom de bureau de mes collègues dans l'organigramme des GFP. Je ne suis pas sûre que le directeur général l'accepte. En attendant, le fait de l'expliciter permet, en les mettant noir sur blanc, de pouvoir mieux les expliciter. Et ce sera encore une fois à travailler au courant des travaux sur les 3 décrets. Donc finalement, là, vous avez décrit quels étaient aussi tous les avantages à ce qu'il n'y ait plus d'instances distinctes en fait, sur ces questions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Cela ne permettrait-il pas du coup d'améliorer la compréhension globale de tous ces enjeux ?
Oui, alors je vais pas reprendre l'exemple qui a été très bien détaillé par Monsieur de Saussure sur l'égalité professionnelle, mais très certainement, on a besoin d'avoir une vision à 360 degrés de l'ensemble des thématiques, de l'ensemble des sujets de conditions d'organisation de travail et de vie, tout simplement, dans les structures. Et la meilleure façon, c'est effectivement de l'intégrer à la fois d'un point de vue stratégique, RH. L'exemple de l'égalité professionnelle était assez éclairant de ce point de vue-là. On a des politiques de recrutement, on a des politiques d'évolution et de parcours de carrière. Et en même temps, on s'intéresse aux conditions de travail dans le cadre de cette égalité professionnelle. Donc c'est vraiment important, à la fois, encore une fois, on ne dégrade pas les acquis, conditions de travail, organisation du travail qu'on avait avec le système CHSCT et CT, et on intègre à la fois de la souplesse et une vision intégrée de l'ensemble des problématiques. Et je pense qu'au final, tout le monde devrait être bien gagnant. Alors, et du point de vue plus global donc du comité social, l'intérêt d'avoir justement la formation spécialisée en son sein, alors je verrai trois points importants. D'abord, ça favorise la coordination, tout simplement, facilite les échanges entre les membres du comité social et les membres de la formation spécialisée qui, pour partie, seront des membres de comité social. Oui. Donc il y a des échanges qui sont améliorés et qui facilitent la convergence aussi des avis, des positions. Deuxièmement, je dirais qu'il y a un aperçu plus global de l'ensemble des membres sur toutes les dimensions d'un problème, qui inclut les questions santé, sécurité, conditions de travail, parce qu'il y a toujours des zones grises sur en fait, par exemple la sécurité. Est-ce que la sécurité du bâtiment a toujours un effet sur la sécurité des agents? Donc il y a toujours des zones comme ça où il y a le double aspect organisation générale et santé, sécurité, conditions de travail. Et le dernier point, c'est que ça fluidifie le traitement des questions que d'avoir justement cette connexion entre la formation spécialisée et son comité social. Merci beaucoup pour ce panorama assez complet finalement des dispositions de la loi en matière de dialogue social, en tout cas sur les fusions des instances et en même temps sur le CSA et les lignes directrices de gestion. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Jacques Clément. Vous êtes directeur des ressources humaines du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et à ce titre, vous êtes en charge de la mise en œuvre, effectivement, des dispositions de la loi dans votre ministère. Alors, pouvez-vous nous dire votre regard d'expert, votre regard sur ces dispositions et la manière dont vous allez les mettre en place en interne, et notamment pour la formation spécialisée? Quelle organisation, quels moyens, finalement, vous allez mettre en œuvre au sein de votre ministère? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est pour deux ministères, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Voilà, nous y tenons à ne pas oublier notre deuxième ministère. Alors, ceci étant dit, je voulais effectivement apporter mon témoignage sur peut-être deux aspects de la rénovation du dialogue social induite par la loi de transformation de la fonction publique. D'abord, premier témoignage sur l'évolution des prérogatives des commissions administratives paritaires, parce que c'est un sujet évidemment d'actualité. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, c'est effectivement une transformation forte. Il y aura évidemment un avant et un après. Ça constitue pour les employeurs publics finalement une opportunité forte d'adapter, de modifier, transformer nos pratiques. Je voudrais dérouler surtout l'exemple des mobilités. Comme vous le savez, sur les mobilités, l'organisation des mobilités était globalement scandée par l'obligation qui était faite d'examiner chacune des situations lors de réunions de commissions administratives paritaires. Et donc, de fait, le fait qu'on fonctionne en cycle de mobilité était induit par cette obligation. Et finalement, toute la chaîne de gestion et de constitution des mobilités était liée à cet impératif qui est évidemment de portée législative antérieurement. Désormais, finalement, le jeu devient beaucoup plus ouvert et finalement, ça nous ouvre à la possibilité de réfléchir à comment on veut organiser nos mobilités. Est-ce que l'on veut faire des cycles de mobilité? Est-ce que l'on veut faire que de la mobilité au fil de l'eau? Est-ce qu'on veut faire un panachage de ces deux choses?
c'est un champ finalement de réflexion, d'investigation forte. Donc, pour nous comme pour les autres ministères, hein, parce que ça ne nous est pas original, c'est finalement une page blanche et qui nous donne la possibilité de réécrire. Donc évidemment, on se dirige, on se propose de faire quelque chose de mixte, un peu variable en fonction des niveaux de responsabilité, tout en se disant malgré tout qu'un cycle de mobilité, au moins celui classiquement où les prises de fonction se font à la fin de l'été, a beaucoup d'intérêt dans l'organisation à la fois des services, mais aussi dans l'organisation personnelle de chacun des agents, dès lors qu'il y a une mobilité géographique qui est en vue. Évidemment, de telles modifications, avec derrière les décisions qui en découlent, vont modifier le dialogue social. Ça a été rappelé notamment par Nicolas de Saussure, et on va passer finalement d'un dialogue social où on empilait l'examen d'une série de situations individuelles à une approche beaucoup plus collective, avec le travail sur les lignes directrices de gestion. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est effectivement d'amener nos organisations syndicales à engager ce dialogue sur les mobilités et également les promotions dans un cadre collectif, donc définir des points de référence qui, sans être opposables, j'ai bien noté la subtilité de votre réponse à la question posée tout à l'heure, mais sans être opposables, donneront quand même des points, des guides, d'où le nom qui est assez bien choisi, pour l'ensemble des agents, mais également pour les organisations syndicales qui représentent et défendent les agents, et ce rôle ne leur est évidemment pas enlevé, puisque c'est le propre d'un syndicat. Alors, pour nous, quelques enjeux en découlent. Il y a un premier enjeu qui est un enjeu managérial, et je pense que ça va être, on va dire, l'objet d'un atelier de cet après-midi. Évidemment, sur le seul exemple des mobilités, passer à un système où il n'y a plus d'avis préalable de CAP va nécessiter finalement d'assumer ses choix et d'avoir des choix construits par rapport à des références, et on revient à ces lignes directrices de gestion. Mais ça veut dire aussi bien assumer ses choix. Donc, c'est-à-dire que la position du management dans ce dispositif va être beaucoup plus forte qu'elle ne l'était antérieurement, parce qu'on pouvait toujours se planquer derrière c'est la CAP, elle n'a pas décidé de ta promotion, elle n'a pas décidé de ta mobilité. Non, c'était déjà pas très très vrai antérieurement, ça ne le sera plus du tout demain. Donc ça veut dire que la ligne managériale, je veux dire, du manager de proximité finalement jusqu'aux responsabilités les plus importantes des ministères, vont devoir assumer ce changement et s'habituer également à ce changement. C'est pour nous un enjeu extrêmement fort. Je l'ai mentionné, il y a évidemment un changement pour les organisations syndicales parce qu'il va falloir changer le modèle, mais là-dessus, elles sont parfaitement à même de le faire sans nous. Et dernier point, ça induit aussi un changement sur les modalités d'accompagnement individuel des agents. Je pense que c'était déjà un enjeu antérieurement pour chacun des employeurs publics. Ça le sera encore plus demain, parce qu'effectivement, on peut se satisfaire des situations individuelles difficiles à travers la gestion du contentieux, mais on peut aussi, et on doit aussi s'en préoccuper plus en amont. Donc chacun avait déjà organisé un suivi individuel. Je pense que demain, il faudra être encore plus professionnel, plus actif sur le suivi de ces situations individuelles pour justement pas se retrouver dans des impasses absolument compliquées parce qu'on a raté tel ou tel objet de situation individuelle des agents. Donc ça induit aussi cette obligation pour nous. Alors, de manière pratique, évidemment, on fait comme tous les collègues. On ouvre des discussions avec nos organisations syndicales pour produire ces lignes directrices de gestion. Évidemment, ça n'est pas complètement dans la joie et la bonne humeur parce que l'objet même de la question qui est posée, elle le conteste. Mais après, c'est notre job de les amener sur cette discussion et de pouvoir trouver des solutions les plus équilibrées possibles. Voilà. Je voudrais juste, parce que ça me semble important dans les évolutions du dialogue social permises par la loi, faire référence à un point que le ministre a abordé tout à l'heure, c'est la question de la négociation et l'établissement de protocoles. C'est pour nous un point important. Je pense qu'on n'a pas une énorme habitude, en tout cas dans la fonction publique d'État,
de négocier et d'établir des protocoles. Finalement, la loi va nous y inviter, va peut-être faire évoluer plus richement nos pratiques en la matière. Le privé, de ce point de vue-là, est très, très en avance par rapport à ce qu'on fait dans la fonction publique. C'est un enjeu pour à la fois les employeurs publics, c'est aussi un enjeu pour les organisations syndicales. On s'est attaché au sein de notre ministère à finalement engager la discussion et la création de protocoles. Donc on en a négocié un en 2018 sur la protection sociale complémentaire et on vient d'en signer un deuxième sur l'égalité femmes-hommes avec l'ensemble des organisations syndicales, donc on n'était pas mécontents, en déclinaison évidemment du protocole fonction publique de 2018. Ces deux expériences montrent qu'il y a un apprentissage, et que cet apprentissage, il est lourd, compliqué pour tout le monde, parce qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin de se dire que c'est aussi un nouveau mode de dialogue social, et la loi, de ce point de vue-là, nous y invite. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage pratique. Merci beaucoup pour cette mise dans le contexte qui va beaucoup nous aider. Vous avez eu là l'occasion d'entendre finalement quelques-uns des principaux acteurs de ces nouvelles mesures sur le dialogue social. Vous les avez devant vous, c'est l'occasion de leur poser des questions. Donc je vous invite à vous faire connaître et puis on va vous faire passer un micro pour que vous ayez l'occasion de nous interpeller. Est-ce qu'il y a un courageux ou une courageuse pour se lancer ? Vous avez de deux côtés de la salle deux personnes qui sont là pour vous apporter le micro jusqu'à vous. Vous levez la main. Allez-y, n'hésitez pas. Nous avons ce temps d'échange spécifiquement avec vous. Et puis il faut quand même admettre que c'est un sujet qui appelle les questions. Donc. On va commencer par madame. Bien, donc ces lignes directives de gestion, on a jusqu'à la fin de l'année pour les arrêter. Que se passe-t-il si au 31 décembre, elles ne sont toujours pas arrêtées? Ou c'est une hypothèse que vous n'envisagez même pas? Si les lignes directrices de gestion ne sont pas édictées, alors c'est vrai que je préférais ne pas envisager cette hypothèse, effectivement, sinon ça me complique la vie, puis ça fait sonner mon téléphone. Mais les délais sont très courts. Mais c'est... Ouais. En complément, en fait, pour être tout à fait clair, c'est une volonté politique avant tout du gouvernement de dire que le cadre des lignes directrices de gestion doit être en place d'ici la fin de l'année pour la mobilité sur le niveau ministériel. Juridiquement, s'il manquait sur un ministère une ligne directrice de gestion à la fin de l'année, la loi elle a déjà opéré l'effet utile sur les CAP, il n'y a plus à y passer. Certes, la loi dit que les décisions individuelles doivent tenir compte de LDG. Si elles arrivaient juridiquement un peu après, c'est pas tellement un problème. Le souci, il n'est pas juridique, il est politique. Politiquement, on veut que le cadre soit mis en place parce que c'est normal dans le nouvel équilibre d'avoir ces éléments qui fixent les critères et les orientations avant qu'on opère la réduction des LDG. Ensuite, très honnêtement, sur les DCAP, pardon. Si on regarde les employeurs, les 36 000 collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ou le millier d'établissements hospitaliers, tous les ministères, les services déconcentrés, etc., les établissements publics, on sait très bien qu'au 1er janvier, on n'aura pas, en tout cas sur l'État, une LDG sur tous les établissements publics qui peuvent en faire. Donc c'est pour ça que la mécanique juridique n'empêche absolument pas la machine de fonctionner et qu'il y aura une montée en charge progressive. On est sur la question des établissements publics, en train de travailler dans le décret en Conseil d'État et avec les ministères pour que dans un temps relais, avant que l'instrument soit approprié par tous les établissements publics, on ait des possibilités pour les lignes directrices de gestion ministérielle de fournir un cadre qui permette de fixer des orientations à l'ensemble du champ des établissements publics sous tutelle. À eux, dès qu'ils sont prêts, de prendre la ligne directrice de gestion pour s'émanciper dans un cadre compatible avec les orientations ministérielles, mais pour définir ce cadre. Donc voilà, tout pour répondre très clairement, pas d'impératif juridique, mais on s'est fixé collectivement comme objectif très volontariste avec tous les ministères d'avoir mis en place ce cadre, et si jamais ça débordait au 15 janvier, il n'y a pas de conséquences juridiques. Merci.
Merci beaucoup. C'était une question peut-être pour Monsieur de Saussure. Le dialogue social, ça se fait à deux. Donc là, nous n'avons qu'une partie devant nous. Que pensent les principaux syndicats de la fonction publique du dispositif que vous avez mis en place? Alors, à titre bilatéral ou à titre multilatéral? Non, je plaisante bien sûr. Vous commencez par celui que vous voulez. Non, ce qui est certain, si on essaye d'avoir un discours... si j'essaie de prendre du recul par rapport à cette question pas évidente, et puis bien évidemment il faut leur demander avant, la loi elle induit une vraie évolution très structurante et très substantielle du modèle de dialogue social. Si on dit qu'on passe si on donne moins d'importance à un système où la base du recrutement des syndicats sont les cadres qui œuvrent dans les CAP et beaucoup plus ceux au comité technique, si on dit que demain, comme le disait Jacques Clément, il y a une négociation qui a vraiment un poids, et donc en termes de jeu de posture entre l'administration et les syndicats, on induit des comportements différents. Si on dit qu'il y a des nouveaux aspects de mise en œuvre de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, etc., qui vont supposer également d'avoir une formation et de construire une culture commune sur ces sujets, c'est assez important. Et puis par ailleurs, ça se met en place dans le cadre des prochaines élections professionnelles. Donc il y aura également des campagnes électorales, un temps d'appropriation. Donc voilà. Donc c'est normal que ça fasse beaucoup bouger. C'est, si on veut être objectif, un des points sur lequel il y a eu un certain nombre de critiques, pour parler par la litote, des organisations syndicales sur le projet de loi, et on l'assume parfaitement. Maintenant, je pense, comme le disait Jacques Clément, qu'il va falloir un petit temps pour repositionner les OS sur les nouveaux enjeux et sur les nouveaux équilibres. Et je n'ai pas non plus de doute qu'ils parviennent parfaitement à le faire. Les organisations syndicales sont, depuis leur consécration en droit de la fonction publique, des formules qui ont énormément évolué. Et donc voilà. Donc pour répondre, clairement, on n'a pas entendu de francs satisfecit de la part des organisations syndicales. Ils ont plutôt critiqué et plutôt en bloc cette partie. C'est normal, ça fait beaucoup bouger les lignes et on pense que c'est utile et qu'au final le dialogue social aurait gagné dans toutes ses dimensions. Monsieur ? J'avais une question pour revenir sur les formations spécialisées et notamment les modalités de création de formations spécialisées en deçà des seuils, puisque le projet de loi a repris la terminologie de présence de risques professionnels particuliers qui existaient déjà auparavant, notamment pour la mise en place des contingents de temps majorés ou la création de CHSCT spéciaux, et qui ont fait l'objet d'interprétations radicalement différentes d'un ministère à un autre. Donc ma question était de savoir si dans la rédaction des décrets, il était prévu de préciser un petit peu plus cette notion-là, ou si elle sera là aussi laissée au dialogue social en local avec les difficultés que ça a déjà produit. Merci. Alors c'est effectivement des interprétations qui sont en back-office dans la rédaction des textes pour avoir plus de précision. Plus de précision, ça peut aussi quelquefois avoir un effet négatif. Pour l'instant, on démarre les travaux avec tous les voyants, toutes les alarmes nous permettant d'avoir un texte qui permette justement des interprétations qui sont à la fois, je ne suis pas d'origine normande, hein, mais à la fois qui vont vous permettre d'avoir de la souplesse, parce qu'il faut aussi qu'on puisse avoir un dialogue social performant dans les structures, quel que soit leur niveau dans l'architecture administrative, et donc qui soit adapté aux besoins des agents publics, et quel que soit l'endroit où ils travaillent, et en même temps d'avoir un dispositif qui soit harmonisé pour éviter les disparités. Avec ça, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse absolue. La réponse, elle est dans les travaux et la concertation qui vont se dérouler derrière. Et il y a peut-être un point de complément, c'est quand on regarde les logiques des types de services publics des différents ministères qui ont appelé des réponses en termes de CHSCT spéciaux et de constat de présence d'exposition à des risques professionnels particuliers. On voit bien qu'entre les labos communs douane CCRF à Bercy, des établissements dans lesquels il y a du maniement de produits dangereux, des établissements d'industrie d'armement à la défense, etc., il y a forcément des approches en termes de risques professionnels qui sont dissymétriques. Ce
ce à quoi il faudra qu'on veille sur le fond, c'est qu'effectivement, pour un même type d'approche ou pour un même dangerosité de l'exposition, on soit capable d'avoir des traitements qui ne soient pas trop discordants. Et donc, une des questions qu'on aura à voir également dans le décret, c'est est-ce qu'on est sur un système de contre-sein de la cartographie ministérielle, de total discrétionnaire. Je vois que je ne sais pas ce qu'en pense Jacques Clément, mais voilà, c'est ce type de réglage. Il faudra qu'on trouve des régulations procédurales ou par arbitrage qui permettent à des ministères qui auront fait des choix de parti pris sur la cartographie de ne pas être déstabilisés parce que d'autres auront fait des choix différents. On a encore le temps pour une question. Bonjour, Bruno Richard du GFIP. Vous avez évoqué tout à l'heure les lignes de gestion, les lignes directrices de gestion au niveau ministériel. Est-ce qu'elles comporteront un point sur le télétravail et sur le travail à distance? Et ma deuxième question, elle concerne l'accord là qui aurait été conclu au niveau du ministère de la Transition écologique sur la protection complémentaire. La protection complémentaire. Est-ce qu'il y a un dispositif interministériel qui est prévu à ce sujet, donc protection sociale complémentaire? Sur les lignes directrices de gestion, est-ce qu'elles comporteront des éléments sur le télétravail? En fait, elles portent principalement sur la mobilité et sur tout ce qui a trait à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels. Je ne crois pas que ce soit des lignes directrices de gestion, au sein des lignes directrices de gestion qu'on doit prendre en compte les questions de conditions de travail. De façon générale, je pense qu'il faut rester par rapport à l'objet qui est celui des lignes directrices de gestion et ne pas charger ces lignes directrices de gestion de tous les aspects RH. Juste sur le télétravail, la loi consacre la mise en place du télétravail occasionnel. Ce sera l'occasion de reprendre le décret télétravail de 2016, de faire un toilettage en fonction du premier bilan qui a été fait de la mise en place, bilan qui a été publié par la DGAFP l'année dernière. Et en amorce et en avance de phase, on travaille également sur le toilettage du guide. Et donc vous aurez tous les éléments, mise en place du télétravail occasionnel, et les éléments de maturité du télétravail sur le versant de l'État. Monsieur Jacques Clément, si vous voulez, sur la protection sociale complémentaire. Alors, effectivement, c'est une initiative qu'on avait prise parce que nous étions un peu en retard sur la protection sociale complémentaire, donc on n'avait pas fait de référencement. Donc, plutôt que de le faire, on va dire, à l'ancienne, on a fait le choix de négocier le contenu du cahier des charges, même si ça ne peut être pas tout à fait comme ça, dans le cadre de la négociation d'un protocole. Voilà, c'est tout. Après, pour la généralisation, la question n'appelle pas une réponse de ma part. Voilà. Ouais, juste un tout petit complément par rapport à la question télétravail, mais pas sur le télétravail. C'est juste pour dire que les LDG, donc elles ont deux objets très identifiés, mobilité, promotion, on en a parlé. À côté de ça, c'est un cadrage stratégique RH. Ça va être mis en place au niveau de ministère, mais au niveau également de petits opérateurs, de petits établissements publics. Donc en fait, il n'y a aucun thème qui est exclu par principe des lignes directrices de gestion. On peut y faire rentrer tout ce qui paraît pertinent en termes de stratégie RH, tout ce qui a de l'importance au niveau de l'employeur. Et donc certains employeurs vont considérer que ce levier peut y participer, d'autres que ça ne fait pas partie des priorités pour d'autres raisons, tout dépend de l'air. Et bref, voilà, ce sur quoi je voulais insister, c'est que ce sera à chaque employeur de considérer les thèmes prioritaires, et aux organisations syndicales également, les thèmes prioritaires qu'ils souhaitent mettre dans ce nouvel outil. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup à nos intervenants. Je vous propose de clore cette première partie de l'après-midi et d'enchaîner avec la seconde qui sera donc dédiée aux nouveaux leviers managériaux.